Bonjour à tous et ravi d'être ici avec mes brillants interlocuteurs. On va parler effectivement attractivité du territoire, décarbonation et hydrogène vert. On va commencer par une question sur la souveraineté énergétique. Pour la France, à l'heure actuelle, où on affronte au moins deux crises majeures climatiques, d'une part avec des étés toujours de plus en plus chauds, et géopolitique d'autre part avec des conflits ouverts, larvés ou qui pointent. Il est plus que jamais important pour la France, bien sûr, de pouvoir disposer d'une souveraineté énergétique décarbonée, de sources d'approvisionnement diversifiées et sécurisées. On va pouvoir déjà faire un petit tour de table. Pour vous, par exemple, Christophe Castaner, ça veut dire quoi, la souveraineté énergétique pour la France ? Bonjour à tous. Déjà, je voudrais revenir sur le mot souveraineté. Ce mot souveraineté, il y a quelques années, dans la classe politique française, c'était un gros mot. Du moins, c'était un mot qui appartenait à une classe politique qui était marginale à l'époque. Et le mot souveraineté était vu comme une espèce de nationalisme exubérant et finalement ne pouvait pas être utilisé. Et puis, on a vécu un certain nombre de crises ces dernières années. Évidemment, la crise sanitaire, la crise militaire, que l'on vit encore, et puis la crise pétrolière avec le débat sur le prix de l'essence à la pompe, et la question de la souveraineté est revenue. Et de la même façon, corrélativement, le nucléaire, qui était un sujet là aussi, abandonné de toute la classe politique, sauf un parti politique, le Parti communiste français, dont je n'ai jamais été, donc je ne fais pas de prosélytisme politique sur ce sujet, mais parce qu'il y avait cette culture ouvrière industrielle, mais au fond, on avait totalement abandonné cela. Et on l'avait abandonné en parallèle avec le fait qu'on avait aussi abandonné notre industrie dans ce pays, et que l'industrie, c'était un gros mot, et que nous sommes passés allègrement de 25% du PIB en 40 ans, qui était un PIB industriel, à 11-12% aujourd'hui. Et depuis l'accélération du fait des trois crises que j'ai évoquées, on se rend compte de la nécessité d'avoir des reconquêtes de souveraineté, et notamment sur la question énergétique. Et on voit dans le développement industriel combien la question énergétique est une question majeure. On le voit avec Michelin récemment, par exemple, où la question n'est pas de savoir si Michelin est un gentil employeur ou un méchant employeur. Ça a toujours été en France considéré comme un gentil employeur. Il suffit de voir les questions de partage salarial dans l'actionnariat de cette entreprise pour montrer qu'effectivement c'est une entreprise exemplaire. Mais du coup, la question de l'énergie fait qu'ils sont obligés de faire un certain nombre de choix. Et donc la souveraineté, si on veut une reconquête de souveraineté industrielle, elle passe par une souveraineté énergétique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au fond, tout le monde s'est rendu compte que le pétrole n'était pas produit en France et que c'était un problème, et donc il fallait s'en libérer et qu'il fallait produire. Et sauf que maintenant, il y a par un effet de magie l'idée que l'hydrogène, ce serait formidable, surtout si c'était produit ailleurs et si ça arrivait par des pipelines directement chez nous. Et ça va être aussi le sujet de notre discussion, et je ne voudrais pas être trop long. Merci Isabelle Patrier pour Total Énergie France. Bonjour à tous. Merci pour cette invitation. En effet, je rejoins le commentaire. On a découvert ces enjeux de souveraineté de façon assez récente parce qu'on a vécu des chocs. Et probablement que sur l'énergie, le plus grand choc que nous ayons vécu, c'est celui d'il y a 2 ans, où on a eu un choc d'offres pour la première fois sur un électron. L'électricité, tout d'un coup, on a découvert qu'on pouvait en manquer dans un pays qui, jusqu'à maintenant, allumait la lumière, chargeait tout ce qu'il voulait charger, et sans aucun problème. Et aujourd'hui, quand on regarde ces enjeux de souveraineté énergétique, c'est pas un repli sur soi avec une production locale qu'on cherche, c'est une maîtrise de sa souveraineté, c'est-à-dire une maîtrise de ses choix énergétiques, de pouvoir choisir l'énergie qu'on a envie d'utiliser ou besoin d'utiliser en fonction d'un usage, et puis un équilibre offre-demande qui nous permet d'avoir une énergie suffisamment abondante pour avoir une énergie abordable, parce que c'est aussi un enjeu de souveraineté, d'avoir le choix d'une énergie et de n'avoir pas une dépendance sur un pays en particulier. Et quand on dit qu'on produit localement des renouvelables sur le territoire français et que ça permet une souveraineté, c'est vrai, ça permet une souveraineté. Mais vous voyez bien que vous avez besoin d'éléments de terres rares qui viendront de l'extérieur. Et l'enjeu, c'est que cet extérieur-là, ce ne soit pas
un seul extérieur, un seul pays, une seule zone géographique. Je vais reprendre ce qui se passe avec cette guerre en Ukraine et cette dépendance de l'Europe à un gaz russe pas cher. Vous voyez l'impact que ça a sur l'industrie européenne aujourd'hui. On avait un gaz pas cher, donc une belle industrie allemande notamment, mais une énergie gazière pas très élevée. Et on a mis tous nos fondamentaux dessus. Et une partie de l'électricité est pilotée avec du gaz. Donc on a un gaz qui, pour la moitié du prix de la molécule, impacte le prix de l'électricité. Et on voit dans quelle situation on se retrouve aujourd'hui. Voilà, c'est ça les enjeux de souveraineté. Merci beaucoup. David Martin pour Air Products, dont je vous rappelle que vous représentez un fournisseur d'énergie, que vous représentez une entreprise américaine, néanmoins, où vous avez aussi des idées sur la notion de souveraineté énergétique. Lesquelles sont-elles? Le micro fonctionne très bien. Donc en effet, une boîte américaine, mais on est basé en France, enfin on est présent en France depuis plus de 100 ans, avec une première acquisition qui vient de la Joliette à Marseille. Donc on donne un petit peu une notion du Sud, là, avec les gaz du Midi. Nous sommes dans les gaz industriels, donc pour simplifier, les gaz de l'air, qui inclut également l'hydrogène, et on est leader dans la fourniture d'hydrogène. Pour revenir à la question de la souveraineté, qui est une question qui, évidemment, est abordée assez régulièrement, j'essaie d'écrire ça sous forme de réarmement énergétique. Donc je donne un peu un angle un petit peu différent, mais aussi essayer de donner une dynamique là-dessus. À la fin du compte, on a besoin d'avoir l'énergie avec, on va dire, sustainable, donc une énergie avec un taux de carbone qui nous est acceptable. On a besoin d'avoir de l'énergie disponible aussi, et on a besoin d'avoir de l'énergie à un bon coût. Et donc, dans ce mix énergétique nécessaire, dans ce réarmement énergétique, on a besoin de plusieurs sources d'énergie, notamment pour des usages électro-intensifs, où là, l'hydrogène peut être une solution, notamment dans la mobilité lourde également. Et quand on pense hydrogène, on a besoin également de s'assurer que la source est disponible. Et c'est là où utiliser aussi de l'énergie importée, de l'énergie renouvelable importée, sans utiliser l'électricité locale, sans utiliser nécessairement les besoins en eau locaux ou en électricité, donc, ou dans le terrain, pardon, permet aussi ensuite de produire de l'hydrogène renouvelable pour s'assurer de ce réarmement énergétique. Donc voilà un petit peu comment on pense aussi cette approche de souveraineté. Et ne plus dépendre seulement des pays. On va rester avec vous, David Martin, pour la première question, la première séquence concernant l'hydrogène dont vous parliez. En quoi l'hydrogène peut permettre à la France d'atteindre ses objectifs de décarbonation. Est-ce que juste avant, vous pouvez nous rappeler quand même rapidement la différence entre l'hydrogène vert et les autres types d'hydrogène dont on va parler? Donc, souvent l'hydrogène, et je pense que beaucoup de personnes ici doivent aussi avoir l'habitude d'entendre ce terme, on décrit l'hydrogène sous forme de couleur, donc l'arc-en-ciel de l'hydrogène. Et en fait, la couleur définit la source, d'accord ? Essentiellement, la source d'énergie qui est utilisée pour produire l'hydrogène. L'hydrogène, habituellement aujourd'hui, on parle d'hydrogène gris qui est fait à partir de méthane. Donc, il y a des émissions carbone quand on produit de l'hydrogène. Ensuite, on va vers de l'hydrogène bleu où là, il y a une capture de carbone, donc il n'y a pas d'émissions. Et donc, on appelle ça l'hydrogène bleu. Et une dernière de ces multiples couleurs, parce qu'on peut parler aussi de l'hydrogène rose, nucléaire, l'hydrogène blanc, qu'on a trouvé aussi notamment en France de sources naturelles, mais c'est l'hydrogène vert, donc qui est fait à base d'énergie renouvelable. On doit avouer, là maintenant, on est sorti un petit peu de la définition des couleurs, on est plus dans la définition du taux de carbone, d'accord ? Et suivant le taux de carbone, on définit les incentives, l'utilisation, le business case associé à ça. Et en quoi ça peut aider la France à se décarboner cet hydrogène vert? Donc, je vais peut-être parler d'abord un petit peu de la bulle d'hydrogène. Le sujet hydrogène, je pense qu'on en a entendu parler pendant pas mal d'années, là, récemment. Il y a peut-être eu un pic de communication autour de ça. Et en fait, avec cette création de ce nouvel écosystème d'hydrogène, il y a eu un peu de la course à la subvention.
Et donc, ça s'est un peu stabilisé, et là, il y a des acteurs plus crédibles qui savent de quoi ils parlent et qui deviennent pionniers dans ce domaine-là. Et donc, je suis très content que, en fait, Air Products soit pionnier dans la production d'hydrogène vert. Et également, Total Energy, qui est aussi pionnier dans la création d'un deal commercial pour l'utilisation d'hydrogène vert. Ça a été, on a eu le plaisir de signer quelque chose ensemble c'était le premier contrat à long terme. Et ce qui est vraiment intéressant là-dedans, c'est que ce premier contrat à long terme, ça a un petit peu alimenté la pompe, si l'on veut, et démarré cet écosystème. Donc pour répondre à la question, l'hydrogène renouvelable est un catalyseur pour la France en termes de compétitivité, permettant dans son mix énergétique d'avoir des infrastructures, d'être à la pointe, on va dire, du développement des technologies et de s'assurer également que les industries puissent être compétitives en ayant cette source. Voilà. Merci. Avec un S maintenant, Total Energy avec un S. En quoi l'hydrogène vert peut permettre à un pays comme la France de se décarboner et comparer à d'autres sources d'énergie également, quoi? Alors pour nous, l'hydrogène vert, quand on est Total Energy, on est un grand industriel et une partie de nos usines fonctionne à base d'hydrogène et on ne sait pas électrifier une partie de ces usages. Une bioraffinerie ou une raffinerie, vous ne pouvez pas vous échapper de l'hydrogène, vous en avez besoin. Donc de toute façon, vous n'avez pas d'autre choix pour vous décarboner que de basculer sur de l'hydrogène décarboné. Et effectivement, comme ça vient d'être dit, on a fait un premier appel d'offres de 500 000 tonnes d'hydrogène vert pour voir et vérifier, nous, en tant que clients cette fois-ci, pour décarboner nos sites industriels et nos sites de raffinage et de bioraffinage, la capacité que le marché avait à répondre à cet appel d'offres en hydrogène vert. Et effectivement, on a eu beaucoup d'offres, en l'occurrence, pour répondre à ces 500 000 tonnes, même bien au-delà d'ailleurs. Et on a fait un contrat avec un partenariat avec Air Products pour 70 000 tonnes qui vont permettre d'alimenter un premier tiroir d'approvisionnement pour décarboner nos raffineries européennes. On a des raffineries ou des bioraffineries en France, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Europe du Nord, ce qui va nous permettre effectivement de nous décarboner. On n'a pas d'autre choix. C'est 500 000 tonnes, c'est 5 millions de tonnes de CO2 qu'on va pouvoir abattre quand on aura mis en place ce contrat. Et puis on a un deuxième enjeu, c'est d'accompagner nos clients, parce que nous-mêmes, on vend du gaz ou on vend d'autres énergies, je pense au carburant en l'occurrence. Les mobilités, vous pouvez les décarboner. On pense que l'essentiel de la mobilité légère sera décarboné avec de l'électricité, donc ce seront des électrons. Les poids lourds seront essentiellement électrifiés, parce que quand vous regardez, 80% de la flotte de poids lourds ne fait pas plus de 500 km par jour. Donc vous pouvez gérer une recharge dans le temps de transport du poids lourd. En revanche, il y en a 20% qui font de la messagerie, qui traversent l'intégralité de l'Europe, et vous n'irez pas du Portugal à la Pologne, aux Pays-Baltes, en véhicule poids lourd électrique. Et là, on pense que l'hydrogène est une solution, ce qui va nous permettre aussi d'accompagner la transition énergétique de nos clients. Et puis, par ailleurs, on a décidé quand même de décarboner, de trouver des moyens de production d'hydrogène locaux, et on a notamment annoncé il y a quelques jours à la bioraffinerie de la Mède à côté de Marseille un projet avec Air Liquide qui va nous permettre de récupérer des déchets, on va dire, de bio sur l'unité de raffinage, de les capter, de les utiliser pour faire de l'hydrogène vert localement, en même temps qu'un gros électrolyseur qu'on va construire sur cette bioraffinerie avec Engie pour pouvoir justement décarboner notre hydrogène et au-delà accompagner le territoire, mais le territoire qui est assez proche de nous sur cette géographie des Bouches-du-Rhône. Merci pour la transition. Merci pour la transition, Isabelle Patrier. Christophe Castaner, donc l'hydrogène et le port de Fos, qui est quand même, je crois, le deuxième plus gros site à décarboner en France, comme on dit pudiquement, c'est-à-dire que c'est le deuxième site plus polluant, je crois. Est-ce que l'hydrogène, vous y comptez, vous vous y mettez ?
Il y a deux choses dans ce qui vient d'être dit par Isabelle, c'est à la fois de la transformation de l'hydrogène carboné qui est produit à partir de gaz fossiles qui sont consommés par l'industrie française, le chimie notamment, mais pas seulement. Et donc du coup, c'est cet enjeu-là, et donc évidemment, il faut répondre. Et puis ensuite, il y a la production de ces nouvelles formes d'énergie liées à l'hydrogène et toutes les aspirations que l'on connaît, sur lesquelles il y a eu cette bulle, je reprends votre mot, mais il y a là une mobilisation extrêmement forte sur cela. Un port, ça sert à quoi? Un port, en fait, ça a plusieurs fonctions, mais ça a une fonction d'acheminement, évidemment, on pense aux bateaux, mais pas seulement aux bateaux, et donc y compris sur l'hydrogène, la question se pose, mais on voit qu'économiquement, produire de l'hydrogène ailleurs, la transporter selon des process, y compris le refroidissement pour réduire le volume, qui ne sont pas forcément aboutis, mais il y a des choses qui sont en train de se faire, et l'Engie est en train de vouloir transformer un de ces deux sites de GNL sur un site capable demain d'accueillir sous des formes différentes, notamment l'ammoniac, de l'hydrogène qui serait produit ailleurs. Et donc c'est cette logique d'acheminement. On l'a aussi sur Marseille avec des projets d'hydrogénéoduc qui dit Barmar, Barcelone-Marseille. Et la question se posera demain sur les sites de production. Pour moi, de la Mauritanie au Maroc, qui ont des projets extrêmement ambitieux sur ces sujets, et ensuite Portugal, Espagne, pour rejoindre la France. Et donc, dans la logique de l'acheminement, par contre, se pose la question de la souveraineté, question 1, quand effectivement on se dit, pas de problème, on n'a pas besoin de produire chez nous, on va un peu décarboner parce que c'est nécessaire, mais on ne va pas produire, à ce moment-là, on se trompe par rapport à la première question. Donc la première fonction, c'est effectivement celle d'acheminer. La deuxième, celle de produire. Parce qu'effectivement, alors ça remonte à l'époque gaulienne, on a fait en sorte de choisir que les grandes industrialisations du pays se fassent sur les grands sites portuaires. Et donc aujourd'hui, Fos, Dunkerque et un peu Le Havre produisent la moitié du CO2 français industriel. Et donc évidemment, c'est à cette échelle-là qu'il faut aussi agir massivement. On peut toujours décider d'emmerder les gens qui roulent avec des vieilles voitures dans les centres-villes de Paris. Il n'empêche que la réalité, c'est que c'est là où il faut traiter, qu'il faut traiter massivement le sujet. Et donc il faut arriver à produire. Il faut arriver à produire à la fois dans la capacité d'avoir les moyens de décarboner, on vient de citer quelques exemples, mais demain de produire aussi de l'hydrogène à partir de capacités qu'on a, l'énergie nucléaire, l'énergie photovoltaïque ou éolienne, et des réflexions sont conduites chez nous, notamment avec un très gros projet d'EOS sur Fos-sur-Mer pour pouvoir acheminer, produire, entretenir l'éolien flottant sur une grande partie de la Méditerranée. Et la troisième fonction d'un port, c'est celle de fournir aussi donc des prestations et donc de l'énergie. Évidemment, ça se fait à des échelles qui ne sont pas celles du port, grand port maritime de Marseille, mais qui sont celles d'un site, grand comme la ville de Paris, qui accueille des entreprises qui ont des projets hyper dynamiques aujourd'hui. Et c'est comme cela qu'on avance. On va passer justement, garder le micro, Christophe Cassaner, parce qu'on va passer sur le côté, quel est le bénéfice pour les territoires, pour la France, pour les territoires français, de développer l'hydrogène vert. Comment, par rapport à ce que vous venez de nous dire, vous voyez ce bénéfice pour le territoire, pour Marseille, pour le port de Fos, de développer l'hydrogène sur place? J'ai envie de dire que c'est une vraie bonne question parce que c'est celle qui permet justement de dézoomer un peu. Moi, aujourd'hui, j'ai un problème, par exemple, sur le port, c'est que pour répondre aux besoins de transformation des entreprises et l'installation de nouvelles entreprises, j'ai besoin de fournir à peu près autant d'électricité, 5 gigawatts, que l'ensemble de la consommation actuelle de Provence-Alpes-Côte d'Azur, à la fois les particuliers, les entreprises et les administrations. C'est-à-dire juste sur le site de Fos. Pour cela, j'ai besoin d'une ligne à très haute tension qui interconnecte la vallée du Rhône, où il y a des sites de production nucléaire d'énergie, pour venir sur Fos-sur-Mer. Évidemment, je me heurte à des oppositions parfaitement légitimes de gens, je dis je, c'est le grand port, parfaitement légitimes de gens qui trouvent que c'est moche un poteau devant chez eux ou à proximité de chez eux. Alors ça traverse le parc naturel régional de la Camargue quand même, hein, je précise. Bien sûr, mais par contre, il y a un truc qui traverse vraiment aussi le parc naturel de Camargue, c'est la production de CO2. Et donc je disais, l'intérêt, c'est justement de dézoomer. Pour répondre à cette question, qu'est-ce que ça apporte? Ça apporte la capacité à faire en sorte que le second site de production de CO2 français puisse demain ne plus être le second site de production. D'où l'intérêt de dézoomer. C'est super compliqué, c'est un retraité de la politique qui vous dit ça. Dès que vous voulez mettre un peu de raison dans l'analyse, c'est toujours un peu compliqué. Mais c'est la première chose. Et ensuite, du coup, c'est effectivement développer un territoire. Le port, vous savez, le GPMM, c'est 1000 emplois. Et on en entend souvent parler, tout ça. Alors, ce n'est pas les dockers, d'ailleurs, qui ne dépendent pas du port, mais c'est 1000 emplois. Par contre, c'est 42 000 emplois qui sont liés au port. Et donc, c'est toute cette économie dynamique qui est possible. Et c'est vrai qu'on a aujourd'hui ces capacités avec des infrastructures performantes qui peuvent être améliorées, avec un écosystème économique qui est plutôt dynamique, avec du foncier à valoriser, et donc on répond présent dans ce cadre-là. Ce qui est intéressant, c'est de voir la mobilisation des acteurs.
Fos, c'est un endroit où actuellement on a 5 ou 6 CNDP qui sont en cours, quand on fait une réunion, la salle est coupée en deux. Il y a d'un côté les professionnels de l'écologie qui nous expliquaient que tout est mal, y compris faire de l'hydrogène vert, et de l'autre, vous avez notamment les élus locaux qui disent « c'est formidable de faire de l'industrie chez nous ». Je le dis parce qu'en France, c'est assez rare d'entendre ça. Alors, sauf Patrick de Carolis, le maire d'Arles, qui est contre la ligne à haute tension qui traverse son territoire. Il n'est pas fausse. Par contre, il subit le CO2, mais ça ne se voit pas le CO2, alors qu'un poteau, ça se voit. C'est aussi bête que ça, le raisonnement. Et je ne critique pas, et je ne dis pas que Patrick de Carolis est bête, mais c'est aussi ça, notre capacité à dézoomer. Et donc, du coup, vous avez une mobilisation très forte des élus locaux et des populations qui sont plutôt pro-industrie. Vous avez ensuite un écosystème économique. Il y a quelques semaines a été lancé un appel qu'on a appelé Provence des possibles, porté par une centaine de chefs d'entreprise français, à la fois les plus grandes entreprises, Patrick Pouyanné a signé par exemple, Rodolphe Sadé pour CMA-CGM, mais aussi toutes les entreprises de l'écosystème. Et donc vous avez globalement une mobilisation d'un territoire pour dire oui, on peut réussir cette transformation, cette révolution en profondeur. Et pour faire simple, l'enjeu pour le port de Marseille, c'est quoi? C'est de passer d'une logique d'un port pétrolier et gazier, avec des énergies fossiles, à un port multi-énergie. Et c'est tout l'enjeu. L'enjeu d'un territoire qui, à 60 ans, a connu une révolution, celle du pétrole. Il y a 40 ans, une seconde révolution, celle de la chimie du pétrole. Et depuis 40 ans, plus rien. Et on est en train de vivre cette révolution avec des enjeux financiers majeurs, une quinzaine de milliards d'euros d'investissements qui sont nécessaires. Et donc notre rôle, c'est d'essayer d'accompagner, de faciliter, évidemment avec l'État. Mais je rappelle qu'un port, c'est un établissement public particulier, mais c'est un établissement public de l'État. Merci Christophe Castaner. David Martin, vous qui développez l'hydrogène dans de nombreux pays, en quoi les territoires français pourraient bénéficier de ce développement selon vous? Donc, territoire français, je vais évidemment me centrer aussi, on prend l'exemple du Sud ici. J'ai entendu dire qu'on appelle ça la région du bonheur. Ce mix énergétique dont vous parliez et le fait de pouvoir justement accueillir ce mix énergétique dont un hydrogène renouvelable est vraiment un angle de compétitivité pour la région. Et je pense que d'une part, c'est le premier point, à mettre en place un écosystème qui permet justement d'accueillir ces énergies et donc de fait être compétitif là-dedans. Et deuxièmement, le fait aussi d'avoir cette autre source d'énergie telle que l'hydrogène vert, ça permet aussi aux industriels d'avoir un peu de visibilité, avoir un peu plus confiance et continuer à investir. Voilà. Merci. Isabelle Patrier, alors déjà sur les territoires, et puis on va passer directement, leur tourne, à la dernière question également. Est-ce que la France en fait assez, selon vous, pour développer l'hydrogène vert? Comment la France pourrait être davantage compétitif sur ce nouveau secteur? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, deux questions en une. La première, le rôle des territoires. Je vais vous donner juste une image. Avant, Total Energy avait 6 raffineries pour approvisionner ses 3300 stations-service en carburant. Donc, on importait du brut, on le raffinait, et puis voilà. Aujourd'hui, on développe, comme je vous l'ai dit, un certain nombre de nouvelles énergies. On s'appelle Total Energy avec un S, vous l'avez souligné, parce que nous sommes multi-énergie. Et pour produire de l'électricité renouvelable ou du biogaz ou des biocarburants, en fait, vous avez besoin des territoires. L'électricité renouvelable, aujourd'hui, pour 2 gigawatts de puissance renouvelable installée, ce que nous avons en France, c'est-à-dire 2 tranches nucléaires, on a 670 unités. Donc, vous voyez, vous avez une répartition des unités, des fermes solaires, éoliennes, hydro, sur tout le territoire français, ce qui est quand même important, pour uniquement 2 gigawatts, donc sur un petit pays, la France est un petit pays. Pour faire 700 gigawattheures de biogaz, on a 18 biométhaniseurs qui sont pourtant des assez gros biométhaniseurs. Donc en fait, on n'est pas au bout. Donc en fait, vous faites ça avec les territoires. Vous travaillez sur des déchets agricoles. Vous travaillez avec le monde agricole. Vous avez des accords avec des coopératives, avec des petites entités, des petits artisans. Vous déployez, on a 24 000 bornes de recharge. Donc vous avez des électriciens. Enfin, c'est ça aujourd'hui, la transition énergétique. Ce sont les territoires. Vous n'avez plus votre grosse usine que vous construisez pour 120 ans et puis vous attendez, c'est terminé ça. Vous êtes complètement répartis. Par contre,
et c'est la réponse à la deuxième question, on est dans un pays qui a une haute administration, qui a beaucoup de process administratifs. Ça vous avait pas échappé. Donc entre l'acceptabilité et il y a le système, enfin j'appelle ça le PUMA, projet utile mais ailleurs, parce qu'en fait personne n'en veut. Hein, c'est un peu ce que Christophe expliquait à l'instant. On veut pas des pylônes. Je ne sais pas ce que ça vaudra pour le nouveau nucléaire, parce qu'il faudra quand même des pylônes à un moment donné pour acheminer cette électricité, ces électrons. Mais on veut pas d'éoliennes, on veut pas de fermes solaires, on veut pas augmenter la capacité de l'hydroélectricité d'à côté. On veut pas de biométhaniseur, on veut pas sentir l'odeur truc. Enfin bon, voilà, c'est quand même compliqué. Est-ce qu'on rencontre des blocages actuellement au niveau de en fait, l'État, aujourd'hui, l'Europe ? on a une loi d'accélération qui s'appelle la loi APER, hein, qui était la loi d'accélération des projets renouvelables. Avant, on arrivait à transformer plus de 50% des permis déposés. Aujourd'hui, on est tombé à moins de 20%. Donc on a décéléré avec la loi d'accélération, parce qu'évidemment, on a élargi le champ de la concertation sans encadrer la durée du recours et les délais d'obtention des permis. Donc en fait, la France, à fin 2023, elle a 36 gigawatts de puissance renouvelable installée, elle devrait en avoir 46. Et comme vous mettez pour le plus court 7 ans pour les permis d'une ferme solaire en France, ben on est en 2024, ça veut dire que tout ce qu'on va déposer à partir de maintenant, ça sera du post-2030. Donc en fait, c'est ça l'enjeu. On a un enjeu de simplification et d'accélération et puis de volonté. Donc nous, on a 2,5 gigawatts dans les tuyaux de l'administration. Si l'administration veut atteindre ses objectifs 2030, voilà. Un message bien transmis. David Martin, vous vendez de l'hydrogène vert à l'échelle mondiale. Est-ce que c'est facile en France, le déploiement ? Est-ce que c'est lent ou est-ce que c'est rapide ou est-ce que c'est à l'arrêt ? Donc ça bouge, ça avance, sans doute pas assez vite. Et quand je ramène ça sur la France, puisqu'on a quand même la possibilité de comparer par rapport à de nombreux pays, ou on va dire de nombreuses régions aussi, ce qui permettrait véritablement, et ça va juste être un leitmotiv de la journée, c'est de respecter les engagements que nous avons pris en tant que leader français au niveau de l'Europe, de donner de la lisibilité aux potentiels utilisateurs et de vraiment retranscrire rapidement ce qui a été engagé avec Bruxelles et de pondre la stratégie hydrogène. Il manque la stratégie. Donc, engageons-nous, respectons nos engagements et donnons de la lisibilité au marché. Merci. Pour conclure, Christophe Castaner, vous étiez au gouvernement, maintenant vous êtes un peu de l'autre côté finalement, vous représentez toujours les pouvoirs publics mais à l'échelle de Fos. Est-ce que vos interlocuteurs au niveau du gouvernement, au niveau européen, vont assez vite pour assurer la compétitivité de la France sur l'hydrogène ? Il y a deux éléments qu'il faut avoir en tête. Le premier, c'est un mensonge par omission, et le deuxième, c'est une absence de courage. Le mensonge par omission, c'est parce qu'on a longtemps laissé croire que la transition énergétique, c'était formidable, ça allait créer des emplois et du bonheur pour tous. Ce qu'on a oublié, c'est de dire que la transition énergétique, ça implique beaucoup d'argent. De l'argent dans l'investissement, dans la mise de jeu, dans le game, et ensuite de l'argent dans le prix de production. Le pétrole, c'était formidable, c'était pas très cher, et donc on pouvait rouler tranquille, et donc il n'y a pas de difficulté de ce côté-là. Et donc on a longtemps oublié cette dimension-là. On en a fait un argument politique, on va tous faire de la décarbonation, mais non, ça a un coût. Et donc aujourd'hui, on est face à cette réalité de coût. Et ensuite, le deuxième élément, c'est l'absence de courage. La boutade sur la loi d'accélération qui fait qu'elle décélère, elle est partie déjà d'un premier postulat, c'est qu'on abandonnait totalement l'éolien sur Terre. Souvenez-vous quand même, pendant la dernière campagne présidentielle, il y avait deux sujets majeurs, un peu la guerre en Ukraine et beaucoup les éoliennes. C'est quand même assez dingue dans ce pays de voir cette capacité qu'on a à se focaliser sur des micro-sujets. Pour la prochaine présidentielle, mais je ne sais pas quand elle aura lieu, ce sera le sujet sur le débat des concessions autoroutières. Et on est toujours à côté de l'essentiel. On le vit là parfaitement en ce moment, mais je ne voudrais pas être bavard sur ce sujet. Et donc du coup, aujourd'hui, il faut assumer ces réalités-là. Et donc oui, on est dans un monde extrêmement concurrentiel sur la question de l'énergie et il va falloir se donner les moyens. Aujourd'hui, on ne se donne pas les moyens ni en simplification administrative, ni en capacité financière. Et donc, on a tous déjà vécu la première saison de l'IRA, avec mon accent provençal côté américain. On va avoir la deuxième saison d'un IRA x10. Et donc, est-ce qu'on est capable d'y répondre ? Évidemment, à l'échelle européenne, je ne vous fais pas l'article, mais aussi à l'échelle française, ou pas. Et c'est ça l'enjeu. Aujourd'hui, on n'y est pas.
L'IRA, par une logique de crédit d'impôt, a quand même donné des moyens exceptionnels de développement, à la fois sur les politiques d'investissement, mais aussi sur les garanties de prix. Quand on est capable de dire, vous aurez en bout de chaîne votre kilo d'hydrogène à $2, ben quelque part, ça peut rassurer le gars qui est prêt à payer 5 fois plus cher son camion à l'hydrogène pour faire du transport, qu'il n'arrivera pas à facturer 5 fois plus cher, que si on lui dit, ben, pas de problème, tu vas investir, tu auras une subvention de l'ADEME, ah ben non, finalement, tu l'as plus. C'est comme ça que ça s'est passé ces 2 dernières années. Et puis, rassure-toi, tu paieras à un prix indéterminé pour faire le plein de ton camion. Ben, ça ne marche pas comme ça. Le chef d'entreprise, il raisonne un peu, il se dit, bah, à la sortie, je veux savoir combien ça va me coûter, on n'est pas capable de lui répondre. Et puis en plus, en ce moment, c'est la mode de l'amendement parlementaire sur la loi de finances, on a inventé l'amendement irresponsable, et donc du coup, on se fait plaisir, une sorte d'onanisme immédiat, excusez-moi d'être provocateur, et donc on vote, on se lève dans un hémicycle un peu plus grand que celui-ci, on s'acclame parce qu'on a fait voter un amendement dont on sait très bien qu'il n'existe pas. C'est une chimère, voilà. Mais c'est pas grave, on a ce plaisir soudain de l'applaudissement, de l'acclamation, parce qu'on a fait voter l'amendement le plus con de la Terre, et on avance comme ça. Et donc à un moment donné, il va falloir qu'on regarde la réalité en face, ou sinon on va pleurer tous ensemble. On va terminer cette note à moitié positive. Merci.